collaborateurs. En remerciant, non, pas l'habitude de prof de parler de près. En essayant en 10 minutes, moi aussi, de dire quelques mots. Évidemment, beaucoup de choses ont été dites et on se marchera un peu sur les pieds. Et puis l'objectif, ça a été dit, c'est qu'on ait un moment d'échange. Pourquoi parler du Front National? Déjà, abordons cette question d'entrée de jeu et je reprendrai, je rapprocherai le wagon à ce que nous a décrit Muriel, qui est un élément important qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Moi, je rajouterai un élément, je crois que tu ne l'as pas mis dans la liste, mais ce week-end, Le Monde titrait « Le Front National part à la conquête du pouvoir ». Ce matraquage que Muriel nous décrit produit des effets idéologiques et culturels puissants sur des millions de nos compatriotes. La lecture médiatique qui est donnée aujourd'hui est qu'il y a dans ce pays une seule force allante, une seule force dynamique en opposition à ce gouvernement, c'est l'extrême droite. Et vous savez, on parle souvent, c'est aussi, nous portons une critique sur les sondages, on appelle ça les prophéties autoréalisatrices. À force de vous répéter quelque chose, évidemment, cela produit un effet matériel sur la réalité concrète. Alors il faut, je vais vite, mais partons de cet aspect-là. Ce qui structure la vie politique dans notre pays, ce sont les élections présidentielles. Est-ce qu'il est vrai que le principal événement de ces élections présidentielles est le score, je ne reprends pas tout le champ sémantique, le succès indéniable, la force, la montée irrésistible, etc. de Marine Le Pen? Est-ce que c'est ça véritablement qui a eu lieu en 2012? Est-ce que véritablement le Front National a acquis un score qu'il n'avait jamais obtenu? Est-ce que c'est irrésistible à des hauteurs jamais vues? J'affirme ici que non. Oui, Marine Le Pen a progressé et a obtenu un score qui est le plus élevé que le Front National ait eu, indiscutablement. Et observons tout de même ce qui a eu lieu. Le plus haut score que le Front National avait obtenu, c'était en 2002, à l'occasion de l'élection présidentielle, où son père avait obtenu, je vous donne le chiffre, en nombre d'électeurs inscrits, j'insiste là-dessus, il avait mobilisé à ce moment-là 13,4% des électeurs inscrits, soit 16,6% des suffrages. Marine Le Pen, à l'occasion de cette élection présidentielle, a obtenu 13,9% des électeurs inscrits. Mais je dois rajouter qu'en 2002, à côté de Jean-Marie Le Pen, il y avait Bruno Maigret. Et tout le monde, à ce moment-là particulièrement, savait que Bruno Maigret était une force directement reliée, ça c'était à son logo, il y a une médiatisation, et il ne faisait aucun doute que quand vous votiez Maigret, c'était aussi une façon de voter extrême droite. Et le score des deux était de 19,6%, donc plus élevé que le score qu'a eu Marine Le Pen à l'occasion de l'élection présidentielle. En disant cela, je ne veux pas minimiser ce qui a lieu. Bien évidemment, la situation est préoccupante. Mais il faut regarder ce qui a eu lieu dans cette élection présidentielle où vous aviez un Nicolas Sarkozy rejeté, y compris par un électorat de droite qui l'avait floué. Donc toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait un électorat de droite qui cherche à sanctionner Nicolas Sarkozy. Donc il était naturel, si je puis dire, que le Front National retrouve un électorat, d'autant qu'il venait de solder des années de crise et de scission, je le rappelle, qui quand même lui avait coûté cher financièrement, lui avait coûté cher en militant, et qui avait marqué en quelque sorte dans son existence depuis 88 comme un accident. Mais le score de Marine Le Pen, en réalité, se situe dans la continuité du Front National depuis 20 ans. Là encore, je ne cherche pas à minimiser, à vous dire qu'il ne se passe pas rien. Elle a remis la marche avant du Front National. Mais elle ne l'a pas mis, comment dirais-je, avec les coefficients multiplicateurs qu'on veut nous présenter. Et si, par contre, il y a une force qui est apparue à l'occasion de l'élection présidentielle, avec des coefficients multiplicateurs surprenants, particulièrement forts par rapport aux forces politiques dont elle pouvait se réclamer, c'est le Front de gauche, qui lui a fait multiplier, si on prenait pour référence le score par exemple de Marie-Georges Buffet du Parti communiste, a fait multiplier de 5,6% le score obtenu à l'élection présidentielle. Vous me direz, je pars d'un chiffre bas, très bien, moi j'ai additionné y compris tous les scores de l'autre gauche. Nous avons multiplié de 1,7% le score de la totalité de l'autre gauche par rapport à l'élection présidentielle précédente. Alors que Marine Le Pen, elle, n'a fait augmenter que de 1,6% le score de l'extrême droite à l'occasion de l'élection présidentielle précédente. Qu'est-ce que je veux vous démontrer par là? On pourra y revenir dans la discussion. Que les lectures d'un résultat est toujours un enjeu idéologique. Un résultat électoral est un enjeu idéologique. En période de crise, aujourd'hui, il y a effectivement la polarisation de deux forces dans ce pays. D'un côté l'extrême droite et de l'autre côté le Front de gauche qui lui aussi doit apporter sa solution à la crise. Mais il y a un enjeu depuis un an et demi que, comment dirais-je, les médias dominants et particulièrement les forces sociales qu'elles représentent qui consiste à dire non, le Front de gauche n'a pas réalisé un succès et Jean-Luc Mélenchon a remporté un échec. J'insiste là-dessus, faites passer la parole, ou du moins, nous déjà qui constituons le maillage de cette force, nous avons d'ores et déjà réalisé de grandes choses. Dans des nombres de centres urbains, nous avons réalisé des scores plus importants que le Front National. Alain pourra en parler, y compris dans les quartiers de Marseille. Bien sûr, dont on parle beaucoup, mais il y a des quartiers où nous avons obtenu des scores qui étaient inédits. Dans les centres urbains, le Front National avait été en recul par rapport aux élections précédentes. C'est dans les zones périurbaines qu'il augmente. Et dans nombre de villes
Hein, nous avons réalisé quelque chose d'important. Donc c'est important de voir que, oui, on est dans un moment de turbulence politique, de dynamique où on voit bien dans la crise, beaucoup de gens cherchent l'issue. Mais nous sommes aussi présents et nous sommes aussi un acteur en capacité de bouleverser le paysage. Donc c'est pas vrai que la seule force aujourd'hui à Londres, c'est le Front National et l'extrême droite. Par exemple, Le Monde, quand il titre le Front National à la conquête du pouvoir, il fait une manipulation. Il part d'un sondage qui dit que le Front National est estimé à 16% à l'occasion des élections municipales. Et il dit c'est incroyable par rapport à ce obtenu la dernière fois. Sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est que le Front National ne présentera pas des listes dans toutes les villes. Et que ce 16% est une estimation qui part du principe que le Front National présenterait des candidats dans toutes les villes. Et le score de référence que prend Le Monde pour le comparer, qui est 4 fois moins important, lui, était en calcul sur le plan national. Donc c'est des chiffres qui n'ont pas de réalité de comparaison. Je vous fais comprendre. Donc là, vous avez une manipulation volontaire pour dire que ce qui fait la rentrée politique, c'est le Front National. Et une fois de plus, pour ramener tous ceux qui seraient désorientés, agacés, pour ne pas dire plus par l'action du gouvernement, de dire si vous n'êtes pas d'accord avec François Hollande, bien le choix c'est soit le retour à droite, soit l'extrême droite, sinon circuler, il n'y a rien à voir. Et Alain a raison de rappeler que tout de même ce week-end, plus de 200 à 300 000 personnes réunies par jour, je ne sais pas combien vous en étiez cette année, mais c'est des chiffres. 500 000, donc c'est tout de même un événement qui peut amener à ce que, tout de même, au moins on en parle peut-être autant que le fait que Marine Le Pen réunit 4000 personnes, parce que c'est de ça dont il s'agit, à Marseille, sur une montée nationale. Je ne dis pas que c'est pas important, mais voyez ce que je veux dire. Donc, déjà, menons cette bataille culturelle. De quoi on parle? De quoi on parle quand, par exemple, on nous dit Marine Le Pen, c'est la candidate des ouvriers, les ouvriers votent Front National, et puis même au nord, le journaliste dit majoritairement les ouvriers votent Front National. C'est pas vrai. Le premier comportement électoral des ouvriers, c'est l'abstention, et ça tient à plus de 70%. Et sur, effectivement, les ouvriers qui vont voter, aujourd'hui, vous avez 25 ou 30% d'ouvriers qui votent FN. Ce qui est important. Et c'est pas la même chose sur uniquement un segment de 30% d'ouvriers qui va voter qu'il y en ait 27% qui votent FN. C'est pas la même chose que de dire la majorité des ouvriers votent FN. C'est quoi l'enjeu de la discussion? C'est de se convaincre, tel que ça a été dit, que quand on est de gauche, on ne peut pas laisser dans l'angle mort le fait qu'il y a aujourd'hui des abstentions importantes. Et nous devons nous adresser aux abstentionnistes, parce que c'est les nôtres, généralement, ce que j'appelle les nôtres, c'est les milieux populaires. Et donc, la première réponse pour lutter contre le Front National, moi je ne crois pas, je ne crois plus, pour te dire, à des réponses autonomes, du genre, on va remobiliser les gens et on va expliquer que le Front National c'est mal. Non, pour lutter contre le Front National, d'abord, il faut exister politiquement. Il faut qu'il y ait une alternative politique. Et la leçon, notamment, qui est tirée des élections partielles qui ont eu lieu, c'est que le Front républicain, c'est-à-dire la consigne de vote face au Front National, venez voter, ça ne marche plus. Et notamment à gauche. À partir du moment où vous avez un second tour, droite Front National, l'électorat de gauche il n'y va plus. Particulièrement quand vous avez un salopard comme Jean-François Mancel dans l'Oise, c'est une ordure condamnée par la justice et par ailleurs un type de droite extrême, ou y compris pareil à Villeneuve-sur-Lot. D'accord? Donc ça ne marche plus. Donc la question c'est l'alternative politique qu'il faut construire. Une alternative politique qui remobilise des gens qui sont éloignés du débat politique, qui n'y comprennent plus rien. Et là encore, il y a le combat social, mais il y a le combat culturel, idéologique, de recréer du sens. Non, la droite et la gauche, c'est pas la même chose. C'est de ça dont profite le Front National, c'est de cette fragmentation. Quand par exemple Manuel Valls dit les questions de sécurité, c'est ni de droite ni de gauche, il participe, lui, à cette confusion idéologique qui est le foyer du Front National. Parce que toutes les questions sont de droite ou de gauche. C'est pas vrai qu'il y a une façon comme ça, idem quand Manuel Valls pour le cibler, pour reprendre la continuité d'Alain Ayot. Quand par exemple, il y a le séminaire de rentrée du gouvernement qui dit on va réfléchir à la France de 2025, quand il dit, eh bien, lui, Manuel Valls, un des enjeux prospectifs dans les 20 années qui viennent, c'est de voir la compatibilité entre l'islam et la République, c'est un élément qui participe à ce tableau général qui profite au Front National, c'est-à-dire le problème de la République et de la démocratie, c'est qu'elle doit être contestée par l'islam. Quand on est une pensée de gauche, on dit aujourd'hui ce qui peut saper la République et la démocratie, c'est l'évasion fiscale par exemple, c'est le capitalisme transnational, c'est effectivement, ça c'est des questions qui sont des questions lourdes. Est-ce qu'il est acceptable aujourd'hui que dans notre pays, il y ait 60 milliards d'euros chaque année qui partent en évasion ou en fraude fiscale? Ça c'est des questions qui sapent notre démocratie, qui sapent notre pacte républicain, qui empêchent le partage des richesses. De quoi il y a à discuter sur le fait que 2 millions de nos concitoyens soient de confession musulmane, 3% de la population, qui dans leur grande majorité respectent la laïcité, et il y aurait un débat à avoir sur le fait que ça, l'existence de ces concitoyens, saperait les bases de la République, mais qui croit à ça? Quand Manuel Valls dit par exemple, vous l'avez vu, qu'il est particulièrement aujourd'hui un des dangers, c'est le terrorisme musulman. Ah bon? Depuis 2 ans, il n'y a pas eu un seul attentat sur le territoire français, hormis l'affaire Mohamed Merah, liée à ce qu'on pourrait appeler la mouvance du terrorisme musulman. Par contre, chaque année, dans le département de la France, en Corse, il y a des attentats. Né en France. Pardon? Mohamed Merah, né en France. Par ailleurs, né en France.
D'accord? Et en Corse, me semble-t-il, pour l'instant, il n'y a pas de la part de Manuel Valls une volonté de dire là, il y a un sujet sur lequel il faut mettre la priorité. Vous voyez, tout ce que je veux déconstruire par là, c'est que tout ça sont des constructions idéologiques. Qu'est-ce que c'est qu'on veut faire? On veut chaque fois passer la grande controverse sociale, en vérité, qui crée le débat politique, à savoir, est-ce qu'on partage les richesses ou pas, qui est la revendication que nous portons. On veut casser cette dynamique en disant, mais ça, c'est pas le sujet. Le problème n'est pas le partage des richesses. Le problème, c'est les assistés, ceux qui profitent. Comme dit Marine Le Pen, ceux qui profitent du système de sécurité sociale, qui n'est pas remise en cause aujourd'hui par le fait que vous avez nombre de choix économiques absolument aberrants, mais qui serait remis en cause par le fait que telle personne que je connais, mon voisin, on m'a dit que, aurait triché sur une fausse carte de sécurité sociale, et je ne sais trop quelle bêtise. Sauf que tout ça crée des effets. Alors il faut répondre. Mais d'abord, ne nous plaindre. Il y a un enjeu, même si, au moins entre nous, je dirais, au moins de comprendre qu'il y a un matraquage sur lequel on doit se dépolluer la tête, si je puis dire. Nous sommes encore une force dynamique. Mais il est vrai que si nous-mêmes on cède à ça, et si nous-mêmes on considère que finalement la présidentielle, la législative, on s'est planté, on n'a pas réussi ce qu'on voulait, j'imagine Mélenchon n'était pas dans le Front National. Alors c'est pas la peine. Mais finalement, nous aussi, on participe au fait que le Front National reste la polarisation. Un dernier argument par exemple. Moi je l'ai vécu personnellement, invité à une émission de radio au soir du premier tour de l'élection présidentielle. J'avais Alain Duhamel face à moi. Les résultats tombent et il dit, je vois son visage s'illuminer. Je me suis dit, quelle est la leçon, monsieur Duhamel, du résultat? Il dit, la défaite de Jean-Luc Mélenchon. C'était la première chose qu'il voulait dire. Et le succès de Marine Le Pen. La même Marine Le Pen, et je polémique avec Duhamel, il dit, vous n'avez pas réalisé votre objectif d'être devant Marine Le Pen. Certes, mais Marine Le Pen, elle, 3 jours avant dans Le Monde, avait affirmé, deux points ouvrez les guillemets, je me vois plus de 20%, je serai au second tour. Elle n'est pas à 20%, elle n'est pas au second tour. Mais les mêmes journalistes, par contre, ne portent pas la controverse qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça est toujours une construction idéologique importante. Alors, on va discuter après des arguments. Bien sûr, il y a un nombre de sujets sur lesquels il faut répondre. Il y a des ouvrages qui existent. Je termine sur la question de l'immigration. J'ai peut-être été trop long, mais je voulais d'abord sur la question de l'immigration. Il y a notamment une étude de l'université de Lille 3. Oui, il y a des étrangers dans ce pays. Par ailleurs, il y a des étrangers à un pourcentage qui est relativement stable depuis des années. Aujourd'hui, 6 à 7% d'étrangers sur le territoire national, comme il y en a toujours eu. C'est pas vrai qu'il y a, comme le dit Marine Le Pen, des entrées sur le territoire national. Elle avance des chiffres absolument aberrants. Il y a aujourd'hui 120 000 personnes qui rentrent sur le territoire national. On a un solde relativement stable d'entrée de population qui est stable depuis 20 ans. D'accord? Alors, quid de ces étrangers présents sur le territoire national? Eh bien, pour l'essentiel, ils travaillent. Certains sont au chômage comme d'autres. Et ceux qui, quand ils travaillent, ils cotisent à différents organismes. L'étude dont je vous parlais de Lille 3 nous montre que la part pour laquelle ils cotisent et la part pour laquelle ils coûtent, même si j'aime pas cette caractérisation, mais c'est-à-dire que comme tout le monde, ils cotisent à des organismes, et parfois ils se soignent, ils les sollicitent, etc. Quand vous faites le solde des deux, eh bien les travailleurs étrangers rapportent plus aux organismes sociaux, à hauteur de 12,6 milliards à peu près, c'est-à-dire qu'ils cotisent pour un équivalent de 60 milliards, et ils coûtent entre guillemets pour 47,4 milliards. Bon, vous trouvez si vous voulez les chiffres, notamment dans le livre de Laurent Matrice. Bon, tout ça pour dire que c'est pas vrai qu'aujourd'hui, la présence d'étrangers sur le territoire national est un élément qui grèverait nos organismes de protection sociale, différents organismes. Ça n'est pas vrai. Deuxièmement, prenons cet argument. Est-ce que pour autant, s'il coûtait, il devrait quitter le territoire national? J'aimerais aussi qu'on réfléchisse à ça. Est-ce qu'on part du principe que quand quelqu'un coûte à la collectivité, eh bien face à la crise, la solution c'est de le virer? Raisonnement du Front National. Mais j'entends qu'il y a une partie importante de la population de ce pays qui coûte particulièrement cher, c'est les retraités, les vieux. Alors est-ce qu'on doit considérer qu'en moment de crise, la solidarité doit être abandonnée au nom du fait que vous avez des gens qui coûtent plus que ce qu'ils rapportent? Le raisonnement est absurde. Et en plus, mais ce qui est vous voyez ce que je veux dire, si on pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde, parce que c'est quoi la question que pose toujours le Front National? Et moi j'ai encore observé dans le discours qu'a fait Marine Le Pen à Marseille. Je m'amuse à prendre son discours puis je fais des moteurs de recherche sur les mots. À aucun moment dans son discours, qui fait quand même 27 pages, depuis les 56 000 mots, il n'y a pas le mot partage des richesses, il n'y a pas le mot partage, il n'y a pas le mot salaire. Il y a une fois le mot chômage, mais il n'en parle pas plus. Par contre, vous avez 27 fois le mot immigration, clandestin, etc., etc. Il y a un champ sémantique très particulier. La question que n'aborde jamais le Front National, c'est celui du partage des richesses. Jamais. Quand Jean-Luc Mélenchon a proposé à la campagne présidentielle le salaire maximum pour avoir une pédagogie positive dans l'entreprise, 30 000 € par mois, c'est déjà une somme significative, j'imagine que dans la salle il n'y en a pas beaucoup, Marine Le Pen s'est opposée à ça. Quand nous avons porté l'argument d'augmentation du SMIC, Marine Le Pen s'est opposée à l'augmentation du SMIC, et puis sur la fin, le Front National a dit
on n'est pas une augmentation du SMIC, mais de 200 €, qui serait en fait une exonération des cotisations que paieraient les salariés. C'est-à-dire que la seule augmentation des richesses, la seule augmentation des salaires que conçoit le Front National, c'est pas par un partage des richesses, mais c'est par en fait un financement, si vous voulez, public, parce qu'après ils disent que l'État compenserait des organismes, un financement public de l'augmentation des salaires. En fait, si vous voulez, c'est vos impôts, l'argent public qui va participer à l'augmentation des salaires. C'est jamais le partage des richesses. Quand il y a des mobilisations sociales, le Front National il tire dans le dos. Quand il y avait, il y a 2 ans, de fortes manifestations lors de la réforme Fillon sur les retraites, qu'est-ce qu'elle a fait, Marine Le Pen? Elle a dit qu'il fallait que les émeutiers s'arrêtent, il fallait que les manifestations s'arrêtent. Et là, à l'occasion de son grand discours de rentrée au mois de septembre à Marseille, elle n'a pas dit un mot, pas une ligne, sur le fait que dans ce pays, le gouvernement venait d'allonger la durée de cotisation qui concerne quand même des millions d'entre nous. La logique du Front National, je termine là-dessus, ce que disait Alain, ça vise à substituer un discours xénophobe face à ceux qui considèrent que d'abord c'est l'unité du monde du travail face à l'exploitation. Le Front National il dit aux travailleurs, vous avez des intérêts communs avec le patron français, mais vous n'avez pas d'intérêt commun par exemple avec votre collègue de travail qui n'a pas la même nationalité que vous. Et fondamentalement sa mission, c'est celle de disloquer, d'affaiblir le monde du travail. Et pour cela, et c'est la vieille ruse de l'extrême droite depuis toujours, il utilise un vocabulaire pseudo-révolutionnaire, pseudo-anticapitaliste. Et ça, c'est pas nouveau. J'ai envie de dire que historiquement, là, on revient dans la fonction de ce qu'a été le fascisme à travers l'histoire, qui s'est toujours présenté comme une force de contestation. Et d'un certain point de vue, ce que fait Marine Le Pen, et ça a été dit tout à l'heure par la camarade, est plus proche historiquement de ce qu'est le fascisme que ce que faisait son père, qui était un ultralibéral. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen a fait campagne avec son présidentiel en disant « Je suis le Reagan français ». Pour un type qui se présente aujourd'hui contre la mondialisation libérale, ça fait quand même sourire. Eux qui disent que depuis toujours disent la vérité. Par exemple, je rappelle qu'en 2007, le Front National avait édité un matériel de campagne avec sa propre fille comme directrice stratégique de campagne, Marine Le Pen, en 2007. Vous aviez sur papier glacé une grande photo de Jean-Marie Le Pen qui serrait la main de Ronald Reagan. Et en dessous, il y avait marqué « Rencontre avec un des géants du XXe siècle ». Ronald Reagan, ça a été celui qui a été le plus dur dans l'offensive libérale menée aux États-Unis, qui a eu après des conséquences sur l'ensemble de la planète. Donc les pseudo-antilibéraux aujourd'hui, là, du Front National, sont ceux qui, pendant des années, ont fait avancer l'idée que dans ce pays, ce que faisait Ronald Reagan aux États-Unis était bien. Vous voyez, on pourrait prendre des arguments comme ça. Tout ça est du baratin, mais depuis toujours, ça a été du baratin. Les fascistes italiens, c'était aussi un discours anticapitaliste. Les nazis avaient aussi un discours soi-disant ouvrier. Et d'ailleurs, ça se réclamait comme un parti national-socialiste. Donc ne soyons pas déstabilisés par ces éléments-là. Mais ça amène évidemment, comme tâche particulière, nous, d'avoir de la clarté. Dans des moments de confusion, et beaucoup de nos concitoyens n'y comprennent plus rien, pour le sentiment que droite-gauche c'est la même chose, ils n'y comprennent plus rien, c'est des tâches qui sont face à nous, et j'ai été trop long, mais je m'en excuse.